Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2023. Comme vous le savez, l'année 2022 a été particulièrement agitée dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Entre une entrée en bear market, c'est-à-dire le fait que l'on sort de la phase haussière que les crypto-monnaies ont connue en 2021, avec un bitcoin à plus de 60 000 $, et une dépréciation globale des cours des crypto-monnaies, avec, à l'heure où je vous parle, un bitcoin entre 16 à 17 000 $ unité. Même si ça, c'était plutôt attendu par les gens qui connaissent le marché des crypto-monnaies depuis longtemps et qui savent que dès qu'il y a une forte hausse, il y a systématiquement une correction et un retour à la normale des prix. Mais quand je dis que 2022 a été agité, c'est à cause d'autres éléments extérieurs, notamment le crash de l'écosystème Terra Luna, avec l'effondrement de son stablecoin, donc une crypto-monnaie qui était censée rester à 1 $, mais également l'effondrement de la plateforme d'exchange FTX, qui était connue comme étant l'une des plus grosses plateformes au monde et surtout censée être l'une des plus sécurisées et l'une des plus fiables. Ces effondrements ont eu des effets dominos, des impacts que l'on peut déjà quantifier aujourd'hui, mais également d'autres que l'on va voir apparaître en 2023. L'objectif de cette vidéo est double. Premièrement, faire une liste non exhaustive et rapide des gros sujets à surveiller en 2023 dans les crypto-monnaies. Évidemment, il y en a d'autres qui vont apparaître au fil de l'eau, mais il y en a certains que l'on peut suivre dès aujourd'hui et il y a des sujets qui vont être très importants, notamment pour vous qui détenez des crypto-monnaies, qui investissez dans cet écosystème ou qui s'intéressaient de près ou de loin à la blockchain. Le deuxième point de cette vidéo, un petit peu plus profond cette fois-ci, ce sera de revenir sur l'une des questions que l'on m'a le plus posées en fin d'année 2022, depuis la chute de la plateforme centralisée FTX. Faut-il déserter les plateformes d'exchange? Sont-elles vouées à mourir? Sinon, quelles sont leurs réelles utilités? Dans quel cas est-ce qu'on peut se passer des plateformes centralisées? Et quelles sont les alternatives qui s'offrent à vous pour pouvoir réaliser les mêmes actions, subvenir aux mêmes besoins, sans avoir à passer par une plateforme centralisée? On va même mettre un petit coup de zoom sur le FUD, c'est-à-dire la peur et la panique qu'il y a autour des plateformes centralisées, l'impact positif et négatif que ça peut avoir, mais surtout pourquoi il y a une aussi grosse crise de confiance vis-à-vis de ces plateformes. À la fin de la vidéo, je vous poserai une question et j'attendrai vos retours en commentaire afin de pouvoir vous préparer une seconde vidéo qui vous apportera des solutions et qui répondra à un bon nombre des besoins dont vous m'avez fait part dans mes messages privés. C'est parti, on commence tout de suite. Une petite liste, évidemment non exhaustive, des gros sujets qu'il faut réellement suivre en 2023 pour être le plus à jour possible sur l'évolution de cet écosystème. Premièrement, on va avancer encore plus dans la direction des MNBC, c'est-à-dire les monnaies numériques de banque centrale. Je pense honnêtement que ce ne sera pas pour 2023, mais on va commencer à avoir des tests. On va commencer à avoir des pays qui lancent des essais et on va se rapprocher de plus en plus des monnaies numériques de banque centrale que l'on va voir arriver dans les années qui viennent et qu'on utilisera de façon totalement commune d'ici quelques années. C'est d'autant plus important que, vous le savez, le fait qu'une monnaie soit basée sur la blockchain ne veut rien dire du tout. D'accord? Quand on parle de crypto-monnaie, ça veut dire que c'est une monnaie qui se base sur la cryptographie, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette monnaie va avoir les mêmes valeurs que Bitcoin. Qu'elle sera décentralisée, donc gouvernée par tous ses utilisateurs, qu'elle sera transparente et que n'importe qui pourra voir comment fonctionne le réseau et qui a le contrôle sur ce fameux réseau, ni même qu'elle est suffisamment sécurisée. Vous l'avez bien vu, bien que Bitcoin soit l'une des plus robustes, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas le même degré de sécurité que le géant Orange de notre écosystème. Et c'est là que c'est relativement intéressant parce qu'en observant les différents tests qui vont être proposés sur les différentes monnaies numériques de banque centrale, on va pouvoir voir à quel point les gouvernements proposeront des monnaies qui seront entre guillemets transparentes pour les utilisateurs et qui respecteront ou non certaines valeurs de la blockchain. C'est un sujet qui fait peur à beaucoup de monde parce que beaucoup de gens s'attendent que les MNBC amènent petit à petit l'interdiction d'avoir du cash, du liquide, et que ce soit des monnaies qui manquent totalement de transparence pour les utilisateurs et donne encore plus de contrôle aux différents états qui les proposent. Le deuxième point cette année, ça va être les solutions de scalabilité. Pour les plus débutants qui nous regardent, toutes les blockchains se battent pour avoir le meilleur équilibre possible entre trois caractéristiques. La décentralisation, donc le contrôle remis entre les mains de tous les utilisateurs et qu'il n'y ait pas une entité, un pays, une entreprise qui puisse contrôler le réseau et en faire ce qu'elle veut. Le deuxième point, c'est la sécurité. Ça sert à rien d'avoir un réseau super décentralisé et super rapide si à tout moment quelqu'un peut le hacker ou abuser du système. Et pour terminer, décentralisation, sécurité, mais aussi scalabilité, c'est-à-dire le fait qu'un réseau blockchain doit être rapide, proposer des transactions à faible coût et soit facilement utilisable par les différentes parties qui ont besoin d'exercer sur ce réseau. En 2022, il y a déjà eu des gros changements. Ethereum, qui passe d'un réseau Proof of Work à un réseau Proof of Stake, et dont beaucoup s'attendent à avoir un changement au niveau de la scalabilité, notamment avec différentes solutions qui sont les solutions de seconde couche, les Layer 2. Les Layer 2 vont pouvoir apporter des compléments à des blockchains déjà existantes, notamment sur des questions de confidentialité des transactions et des informations des utilisateurs, ou encore la scalabilité pour avoir des transactions toujours plus rapides et moins
moins coûteuses. Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'il y ait des solutions qui changent tout sur le réseau Ether. D'autres s'attendent à ce que ce soit d'autres blockchains d'infrastructure qui proposent des solutions et qui proposent des améliorations. Et certains s'attendent même à ce qu'en 2023, il y ait des nouvelles types de blockchains, des nouvelles typologies de blockchains qui viennent apporter des solutions différentes sur ces trois fameuses problématiques que rencontrent toutes les infrastructures. J'ai très récemment entendu parler de Celestia par exemple, mais quelque chose me dit qu'en 2023, on aura de nouveaux standards qui viendront se proposer pour régler différentes de ces problématiques. Comme à chaque fois, certaines initiatives vont mourir, mais celles qui vont se distinguer du lot risquent de capter rapidement beaucoup de valeur. Affaire à suivre. Le troisième gros point, ce sera la régulation. Vous le savez très bien, l'Union européenne ainsi que la plupart des pays du monde sont en train de légiférer et de définir un cadre légal à l'utilisation de la blockchain, des crypto-monnaies, mais également aux entreprises qui proposent des services sur les cryptos et sur les différentes blockchains. Si certaines choses ont déjà été régulées et vont rentrer en application en 2023 ou en 2024, il y a encore plein de choses qui doivent être définies, notamment autour de la finance décentralisée, des NFT et de tous les nouveaux usages qui découlent de la blockchain. Ces nouvelles lois et ces nouvelles règles seront les standards et les obligations que devront respecter les entreprises et les particuliers pour pouvoir interagir avec la blockchain en fonction du pays qui régule. Bien que cela pourra évoluer dans le temps, les premières lois et les premières bases vont être très importantes pour le développement de tous ces écosystèmes et vous allez sûrement voir certaines entreprises qui ne pourront plus exercer ou du moins plus exercer de la même façon et même certaines délocalisations. Il sera également intéressant de voir la différence de régulation qu'il va y avoir entre les entités qui sont centralisées et les propositions des régulateurs vis-à-vis de sociétés qui sont décentralisées. Par définition, si elle est décentralisée, il n'y a pas d'entreprise et donc on ne peut pas la réguler comme on veut. Malgré tout, certains pays peuvent interdire l'accès à certains de ces protocoles. Et à ce moment-là, il y aura des vraies questions éthiques, des vraies questions morales qui vont se poser, notamment des communautés qui seront en colère vis-à-vis des régulateurs et il est possible de voir certains produits que l'on connaît très bien aujourd'hui se faire interdire dans certaines régions géographiques en 2023 ou 2024. Et évidemment, autant vous dire que ça peut affecter directement les crypto-monnaies de ces différents projets et ça, ce sera très intéressant à suivre cette année. En quatrième position, il y a la suite des gros scandales que l'on a connus en 2022. Si vous avez de l'argent chez Celsius, vous récupérerez peut-être quelque chose un jour, ou alors vous ne récupérerez rien. Certaines sociétés qui sont en difficulté financière vont peut-être réussir à s'en sortir, ou au contraire vont annoncer de très mauvaises nouvelles dans les mois qui viennent. Et suite au fin mot de l'histoire sur l'affaire FTX, il est possible que d'autres sociétés annoncent être en difficulté, ou au contraire, que des sociétés en difficulté annoncent avoir trouvé une solution de financement et se retrouvent solvables et proposent toujours les mêmes services, tout en garantissant les contreparties sur les services qu'elles proposaient aujourd'hui. Bref, si vous êtes dans cet écosystème, que vous ayez été affecté de près ou de loin par l'une de ces plateformes, vous devez suivre l'actualité qui en découle pour potentiellement espérer récupérer quelque chose ou encore anticiper des mauvaises nouvelles qui pourraient encore arriver et s'ajouter aux précédentes. Oui, il était temps qu'on passe à 2023. C'était les 4 gros points. S'il y en a un cinquième que je devrais ajouter, c'est qu'il y a eu beaucoup de saisies légales dans des affaires où il y a eu des hacks et finalement la justice a réussi à remettre la main sur les crypto-monnaies et va se retrouver naturellement à un moment ou à un autre soit à redistribuer la crypto-monnaie aux utilisateurs, soit à vendre ces crypto-monnaies pour obtenir des euros ou des dollars et rembourser les utilisateurs. Quoi qu'il en soit, il risque d'y avoir des gros mouvements de vente, et naturellement, qui dit mouvement de vente, dit que l'offre et la demande risquent de faire baisser les prix à certains moments. Il sera donc très intéressant de suivre ces affaires et de suivre les dates clés pour anticiper potentiellement gros mouvements sur le marché. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si Bitcoin va chuter en dessous des 16 000 $, certains le donnent à 14, à 12 000, voire même en dessous des 10 000 $, et d'autres expliquent qu'au-dessus des 18 ou 19 000 $, il commencera petit à petit à regagner de la valeur dans les années qui viennent. Vous le savez, je ne suis pas trader, je suis un investisseur. Ce qui me plaît, c'est les fondamentaux de cette technologie et l'évolution et tous les outils que la blockchain permet de créer aujourd'hui et ce qu'elle va créer également dans le futur. Je ne peux donc pas vous prédire le prix que les crypto-monnaies auront demain, mais c'est en tout cas en partie basé sur les différents facteurs que je viens de vous donner, qu'il y aura des variations, qu'il y aura des mouvements à la hausse comme à la baisse, et c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer, sur lesquels vont évoluer les crypto-monnaies en 2023. Et si vous êtes débutant et que vous avez découvert les crypto-monnaies pendant le dernier bull run, c'est-à-dire en 2021, gardez quelque chose à l'esprit qui est très important. Dans une phase comme celle que l'on est sur le point de découvrir, comme celle qu'on est en train de traverser finalement, avec un intérêt pour les crypto-monnaies qui est bien moins fort qu'au moment où vous avez découvert cet écosystème, on rentre dans une période où c'est la résilience et la façon dont les projets vont réussir à résister à cet hiver dans les crypto-monnaies, mais également à construire des solutions pendant cette période calme, que l'on va définir les futurs champions de l'écosystème et que l'on va réussir à voir ce qui a réellement de la valeur, ce qui est suffisamment robuste pour perdurer dans le temps. Certains cherchent encore des profits. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur ma stratégie en bear market, c'est pour moi pas le bon moment. Si vous cherchez à investir pour gagner de l'argent, cette phase dans les crypto-monnaies n'est pas du tout propice à ça. Au contraire, c'est une phase d'observation. C'est une phase où certains vont renforcer leur porte-monnaie et vont pouvoir acquérir des crypto-monnaies qui étaient beaucoup trop chères en 2021. Et je le rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement. Il y a toujours un gros risque parce qu'on est dans une période qui est instable. Et bien que ça offre certaines opportunités,
il y a les risques qui vont avec, évidemment. Maintenant qu'on a fait le point sur ces plus grosses lignes, passons à la question que vous m'avez énormément posée, un peu partout sur les réseaux sociaux. Les plateformes centralisées sont-elles vouées à mourir? Sinon, quelles sont réellement leurs utilités? Qu'est-ce qu'elles proposent? Et quelles sont les alternatives pour pouvoir réaliser toutes ces actions sans avoir à mettre son argent sur une plateforme centralisée qui risque de faire défaut? Alors commençons par remettre le contexte. Les plateformes centralisées n'existent pas d'hier. Bitstamp, Kraken, c'est 2011, il y a plus de 12 ans. Coinbase en 2012, OKEx en 2013 et le géant Binance, beaucoup plus récent, en 2017. En tout cas, la plupart des grosses plateformes sont là depuis longtemps. Et ça, c'est une première bonne nouvelle, car ça apporte beaucoup de résilience et ça a laissé le temps à certaines de ces structures de gagner en maturité et d'optimiser leur process. Je suis pas en train de dire qu'une vieille structure ne peut pas faire défaut. C'est une structure qui a appris à faire le dos rond dans les phases de bear market et dans les phases où les crypto-monnaies s'effondrent. C'est une structure qui a déjà été en proie à plusieurs attaques et donc elle s'est déjà bien protégée et elle a déjà un bon système de sécurité qu'elle a développé au fil des années et elle a déjà huilé ses process et a l'habitude de traiter des gros volumes et d'exercer, tout simplement. Vous connaissez l'adage, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, autant dire que quand on a un exchange de crypto-monnaie depuis 2011, on commence à avoir les reins solides. La question qu'on me pose beaucoup, c'est pourquoi aller sur une plateforme centralisée d'échange alors que la crypto-monnaie prône les valeurs de la décentralisation? Le fait que vous pouvez vous-même détenir vos crypto-monnaies, vous-même être votre propre banque, finalement, pourquoi aller déposer sa crypto-monnaie sur une plateforme d'exchange? C'est un peu contradictoire avec les valeurs de l'écosystème. Eh bien oui et pas tout à fait. Oui, dans le sens où, quoi qu'il arrive, laisser sa crypto-monnaie sur une plateforme d'échange qui, elle, peut faire défaut, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on va, dans le monde de la crypto-monnaie, pour récupérer une partie de sa responsabilité financière et de son contrôle, mais on va laisser sa crypto-monnaie sur une plateforme qui, elle, peut avoir exactement les mêmes dérives que les plateformes de la finance traditionnelle. Dans cet angle-là, oui, c'est une contradiction. Mais alors, pourquoi autant de gens vont sur les plateformes centralisées? Et là, il faut se poser les vraies questions évidentes. Eh bien, parce que c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quand on veut acheter ses crypto-monnaies au départ, dans 99% des cas, on va vers une plateforme centralisée qui va nous permettre d'acheter de la crypto-monnaie contre de l'euro ou du dollar, des monnaies fiat. Ensuite, parce que c'est simple, c'est-à-dire que cette porte d'entrée ressemble à toutes les autres plateformes que l'on peut connaître. Si on a déjà acheté et vendu des actions en bourse, il y a de grandes chances que quand on arrive dans un exchange de crypto-monnaie, on reconnaisse à peu près les mêmes outils, que ce soit pour se connecter, que ce soit pour valider son identité et sécuriser son compte, ou que ce soit pour mettre un ordre d'achat, de vente et pour interagir avec les marchés financiers. C'est donc un outil qui est relativement simple et qui est beaucoup plus facile à appréhender que la finance décentralisée, en tout cas pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet écosystème. Et donc naturellement, en plus d'arriver sur une plateforme centralisée et en plus d'y arriver parce qu'on reconnaît un peu des outils que l'on connaissait dans d'autres domaines, notamment dans la finance traditionnelle, on se retrouve dans une position où ensuite on devient gourmand. On veut utiliser toutes les autres solutions de la blockchain. Et c'est pour ça que les plateformes d'exchange qui au début proposaient juste d'acheter et de vendre des crypto-monnaies se sont mises à proposer différents services, proposant d'investir, proposant de participer à des launchpads, proposant de télécharger des portefeuilles, proposant des phases d'éducation pour découvrir les crypto-monnaies, proposant également des produits dérivés et d'autres outils de trading qui conviennent plus aux traders expérimentés, etc., etc. Et donc beaucoup de gens se sont installés dans des plateformes d'exchange et aujourd'hui ont trouvé dans 2, des fois 3 plateformes, l'intégralité des outils dont ils avaient besoin pour interagir avec l'entièreté de l'écosystème. Et le piège, il est là, car dans ce confort, on en oublie la sécurité des actifs et on en oublie de retirer pour sécuriser totalement ses crypto-monnaies sur sa propre clé privée. Et là, on en vient à un autre adage, si ce n'est pas votre clé privée, ce n'est pas vos crypto-monnaies. Je pense que vous avez déjà entendu ça dans la bouche de quelqu'un de l'écosystème. Quoi qu'il en soit, qu'on les aime ou pas, que certaines aient fait défaut ou non, qu'elles soient jeunes ou que ce ne soit pas le cas, les plateformes d'exchange, en tout cas certaines plateformes d'exchange, sont vouées à rester. Ça permet toujours d'interagir très facilement avec le marché, ça regroupe énormément de liquidités et c'est surtout très accessible pour tous les nouveaux qui arrivent. Et dans un écosystème aussi jeune qui tient sa croissance des nouveaux entrants, ces plateformes-là sont toujours utiles et auront toujours de l'avenir. Le problème, ce n'est pas que ces plateformes existent et proposent ces services. Le problème, c'est qu'on s'installe donc dans un confort où on ne pense plus à retirer ses crypto-monnaies quand on ne les utilise pas et quand on n'a plus besoin des outils de cette plateforme et qu'on en oublie le cœur même du débat, être maître de ses actifs et que l'on peut, même en utilisant des exchanges, prendre l'habitude de sécuriser ses crypto-monnaies dormantes dans sa propre clé privée. Mais il y a aussi d'autres avantages, dont un qui justifie et justifiera très longtemps l'utilité des plateformes centralisées, c'est-à-dire les fiat gateway. Que l'on veuille investir de l'euro ou du dollar pour acheter des crypto-monnaies ou au contraire en revendre contre des euros ou des dollars que vous allez faire descendre sur vos comptes en banque, il faut une entité centralisée, une entité régulée qui
puisse orchestrer légalement cet échange en votre nom et vous permettre de passer de la monnaie fiat à l'écosystème crypto et vice-versa. Rien que pour ça, vous aurez besoin d'une porte d'entrée et d'une porte de sortie en passant par un exchange centralisé. La plupart des autres avantages ne sont que question d'éducation, question de fainéantise. La fainéantise est l'ennemi de la sécurité, réellement, mais également question de connaissance. Parce que la plupart des choses que vous faites sur une plateforme centralisée, vous pouvez le faire directement depuis la blockchain. Et c'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser et je vous demanderai de répondre en commentaire. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, les 3 ou 4 actions que vous faites le plus sur les exchanges centralisés, par exemple acheter des crypto-monnaies avec des euros, échanger des crypto-monnaies entre elles, déposer mes crypto-monnaies dans des modules Earn pour obtenir des intérêts, etc. Mettez-moi un commentaire avec 3 ou 4 tirets, le plus succinct possible s'il vous plaît, et expliquez-moi les 3 ou 4 fonctions que vous utilisez le plus sur les plateformes d'exchange ou sur les différents brokers que vous utilisez. L'objectif d'une prochaine vidéo sur ma chaîne sera de vous montrer des alternatives vous permettant de faire exactement la même chose directement depuis des portefeuilles on-chain sans avoir à interagir avec une plateforme centralisée. Et au passage, je vous présenterai ça sur quelques outils que j'utilise déjà personnellement. Alors, si les exchanges centralisés sont voués à exister et à se développer, il faut selon moi respecter certaines bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de ne jamais laisser dormir un gros pourcentage de votre portefeuille sur ces plateformes. Si vous avez X, vous devrez avoir en général moins de 5% du montant X sur les plateformes d'exchange. Ou alors, laisser des crypto-monnaies sur des plateformes d'exchange parce qu'elles vous proposent un service ou une solution que vous n'arrivez pas à trouver ailleurs. À ce moment-là, certes, vous laissez de la crypto-monnaie, mais vous avez conscience du risque. Vous savez que la plateforme peut avoir des problèmes, peut se faire attaquer, et vous savez également que la plateforme peut faire défaut si elle a une mauvaise gestion, comme le faisait par exemple FTX. En attendant, vous ne laissez pas dormir votre crypto-monnaie inutilement. Vous prenez un risque, certes, parce que vous venez chercher un rendement. Ce risque est donc rémunéré. Et c'est ça le plus important. La plus grosse erreur, et c'est ce que tout le monde devrait avoir en tête, c'est que le plus gros risque, ce n'est pas uniquement de passer sur une plateforme centralisée. C'est d'y laisser dormir des crypto-monnaies sans aucun rendement. Vous vous exposez à un risque qui n'est pas rémunéré. Le risque va de pair avec la rémunération. À chaque fois que vous cherchez un rendement, il y a un niveau de risque plus ou moins élevé que vous devez maîtriser. Le fait de laisser de l'argent sur une plateforme d'exchange sans obtenir de rendement, sans générer d'intérêt, c'est le fait de s'exposer à un risque qui, lui, n'est pas rémunéré. Et ça, c'est dangereux. Et je vous parle même pas des conditions générales d'utilisation qui font que la plateforme peut utiliser des actifs dormants pour elle-même prendre des risques et générer des rendements. Ça peut paraître aberrant, mais ça fait partie des conditions générales de certaines grosses plateformes de la finance traditionnelle, comme par exemple PayPal. Ce que je veux vous dire, c'est que même si ça peut paraître choquant, ce sont des pratiques communes à énormément d'institutions financières, et donc il faut en avoir conscience. Et c'est le plus important, l'avoir en tête et savoir que quand vos actifs sont sur cette plateforme, vous vous exposez à ce risque-là. Et donc, évidemment, retirez toutes les crypto-monnaies que vous avez qui sont dormantes pour les mettre dans votre clé privée. Par exemple, énormément de gens détiennent du Bitcoin sur des plateformes d'exchange. Sur Bitcoin, on ne peut pas avoir de rendement ou c'est très difficile, ou alors c'est des rendements qui sont très bas, 0,4, 1% par an. Pourquoi prendre ces risques alors que vous pouvez totalement les supprimer en détenant directement vos Bitcoins dans votre clé privée? C'est long, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, et on prend jamais le temps de le faire, mais se poser une fois par mois ou une fois par trimestre pour lister tous les actifs dormants sur des plateformes et tous les déposer sur sa clé privée, croyez-moi, ça fait partie des bonnes pratiques dans ce domaine. Vous voyez, rien que ça. Faire le point sur les actifs dormants sur lesquels il n'y a pas de rendement et les sortir des exchanges pour les sécuriser, prendre conscience des risques qu'il y a sur certaines plateformes et s'intéresser un peu plus aux conditions générales d'utilisation pour savoir ce que la plateforme peut faire de ses fonds, et utiliser dans la mesure du possible des alternatives décentralisées quand le besoin s'en fait ressentir. Voire même quand vous voulez générer des intérêts, la plupart des plateformes centralisées proposent également de déléguer directement sur leur validateur depuis la blockchain. Évidemment, je le précise, je suis aujourd'hui CEO de la plateforme Meria.com, ex-Just Mining, qui propose aux utilisateurs qui ne veulent pas passer par la plateforme centralisée de déléguer leurs crypto-monnaies directement depuis la blockchain, c'est-à-dire de confier les crypto-monnaies au validateur pour générer des intérêts, sans pour autant les déposer sur la plateforme et prendre le risque de les perdre. On voit même des plateformes d'exchange, comme Binance, qui proposent aujourd'hui de connecter des portefeuilles décentralisés, d'accord, donc des wallets dans lesquels vous allez détenir la clé privée, à l'exchange lui-même, ce qui vous permet d'utiliser certaines fonctions de l'exchange, notamment pour faire des échanges. Évidemment, vous allez payer plus de frais parce que vous allez devoir faire des transactions quand il y a ces échanges, mais sans pour autant redonner le custodian, c'est-à-dire sans pour autant redonner la responsabilité de conservation à la plateforme d'exchange elle-même. Il faut prendre le temps de se renseigner, mais ça permet de garder de l'agilité et les fonctions de ces différentes plateformes, tout en augmentant drastiquement la sécurité que votre portefeuille va avoir.
Fallait également qu'on aborde le pourquoi est-ce qu'il y a autant de fuzz, pourquoi il y a autant de panique, pourquoi il y a autant de gens qui dénoncent des exchanges en disant attention, il va s'effondrer, pourquoi les gens fuient et retirent massivement de ces différentes plateformes. Eh bien, c'est parce que les gens se sont déjà pris deux gros séismes cette année. Premièrement, l'écosystème Terra Luna, on parle d'un écosystème à 55 milliards de dollars. Si certains disent qu'ils le savaient et qu'ils l'avaient vu venir, quand il y a 55 milliards de dollars sur un actif qui s'effondre totalement en 4 jours, c'est qu'il y en avait quand même beaucoup qui ne s'y attendaient pas. À partir de là, les gens imaginent le pire. Si ça a pu arriver une fois, ça peut arriver de nouveau. Beaucoup de gens qui avaient peur de certains écosystèmes décentralisés se sont réfugiés sur les plateformes d'exchange, juste avant que ce soit FTX, cette fois-ci, qui flanche avec les fonds de ses utilisateurs. Même l'option B, l'option de repli de certains utilisateurs, les a mis encore plus en difficulté, car certains étaient particulièrement exposés à des exchanges suite à l'effondrement de Terra Luna. Et donc là, on commence à paniquer et on commence surtout à avoir un manque de visibilité. On a déjà essayé un écosystème centralisé, un écosystème décentralisé, et on commence à ne plus savoir sur quel pied danser. Et pour finir, la plupart des plateformes ont une parole qui n'a plus la même valeur. Rappelons que Celsius était en difficulté, mais on pouvait encore récupérer et retirer de la crypto-monnaie pendant quelques jours avant qu'ils coupent les retraits. On s'est même rendu compte que certains gérants de Celsius avaient retiré leurs fonds juste avant de couper les retraits des utilisateurs. De la même façon, le CEO d'FTX à l'époque, Sam Bankman, avait dit que les retraits fonctionnaient et continueront de fonctionner, quelques heures avant que la plateforme les coupe, parce qu'elle n'avait plus la liquidité pour permettre aux gens de retirer leurs fonds. Et donc à partir de ce moment-là, quand une plateforme essaye de rassurer, ça fait l'effet inverse. Quand les gens paniquent, la panique va de plus en plus vite, et les gens retirent un maximum de leurs fonds. Et ça fait un effet bank run. Certaines plateformes peuvent avoir des problèmes de liquidité, ce qui va les forcer à couper leurs retraits, ce qui augmente encore plus le niveau de stress des utilisateurs qui ont peur de ne plus pouvoir retirer, et ils vont retirer encore plus. Alors évidemment, ça choque énormément d'utilisateurs, mais rappelez-vous que c'est exactement, encore une fois, pareil dans la finance traditionnelle. Des exchanges comme Binance, qui ont vu retirer 5 à 10% de l'entièreté des fonds d'utilisateurs en moins de 48 heures, et qui pour le coup, heureusement, ont réussi à procéder à tous ces retraits, ont traversé la même phase que la plupart des plateformes d'exchange dont il y a eu des moments de panique. Crypto.com ou encore Gate.io, OKEx, qui à un moment a eu un problème sur son serveur informatique pendant 24 heures, et les gens ont paniqué en pensant que la plateforme ne se relèverait pas, alors qu'en réalité, ça n'avait aucun rapport avec les fonds des clients, mais bel et bien avec leur infrastructure et leur hébergeur qui avaient des problèmes d'accès pendant 24 heures. Ces mouvements de panique vont très très vite, et même si ça peut mettre en danger certaines plateformes, au fond c'est un bon stress test. Déjà parce que les gens commencent à prendre l'habitude de retirer leurs crypto-monnaies et de les détenir, c'était vraiment pas l'ordre du jour avant la chute d'FTX, maintenant, et bien que ce soit une triste affaire, ça a donné des bonnes pratiques à beaucoup d'utilisateurs. Les plateformes qui ont eu des difficultés à réaliser tous les retraits demandés par leurs utilisateurs ont aujourd'hui amélioré leur process, amélioré la liquidité disponible, sont encore plus transparentes sur le fonctionnement qu'elles ont et sur les contreparties des dettes qu'elles ont vis-à-vis de leurs clients, et ça permet à l'utilisateur d'avoir un petit peu plus de visibilité sur quelle plateforme est sérieuse et arrive à procéder à toutes ces demandes de retrait, et quelle plateforme est en difficulté dès qu'il y a un peu trop de tension et un petit peu trop de flux sortant. Je voudrais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde traditionnel de la banque, pour 1 euro déposé, la banque peut prêter jusqu'à 9 fois plus. Autant vous dire qu'aujourd'hui, si tout le monde allait dans les banques pour retirer leur argent, et je parle de banques traditionnelles, et retirer 5, 10 à 15% des fonds qui ont été déposés dans l'établissement bancaire en moins de 24 à 48 heures, on aurait les mêmes problèmes, voire des problèmes beaucoup plus gros dans le système de la finance traditionnelle. Et c'est pour ça que ça fait également peur à énormément de gens dans la finance trad, c'est que quand l'utilisateur commence à avoir peur et veut retirer ses fonds pour être sûr de les avoir, si cette panique atteint la finance traditionnelle, il y aurait les mêmes effets dominos, voire pire. Et là, du coup, ça fait poser beaucoup de questions éthiques sur le monde de la finance en général, bien au-delà de la finance cryptographique. C'est cette crise de confiance qui, naturellement, a également fait peur aux régulateurs, qui est sur le point de prendre des décisions. D'ailleurs, je pense qu'on va en faire un sujet totalement dédié. Je vois justement Ladan et Cryptos dans peu de temps, notamment autour de certaines régulations et une proposition qui va être faite à l'Assemblée nationale pour cadrer encore plus les entités françaises qui y sont régulées. Il y a certains points qui peuvent être compréhensibles pour la plupart des gros acteurs centralisés, mais d'autres points qui seraient réellement dangereux pour les entreprises, notamment les entreprises françaises qui exercent dans ce domaine. D'ailleurs, le fait d'être une plateforme entre guillemets régulée aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'être une plateforme régulée dans 5 ou dans 10 ans. Pourquoi ? La régulation est très jeune, tout comme cet écosystème. Et naturellement, il y a une différence entre réguler une plateforme et ensuite aller auditer la plateforme pour être sûr qu'elle respecte bien toute la conformité qu'elle a annoncée lors de sa régulation. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Ça va prendre du temps, que ce soit pour que les autorités définissent un cadre de régulation, que ce soit pour que ce cadre soit appliqué et soit légalement entré en vigueur, ou que ce soit pour que les régulateurs et auditeurs externes puissent s'assurer que les plateformes respectent bien la régulation et toutes les normes de conformité qu'elles ont dit déjà avoir. Et il faut l'avoir en tête. C'est très important, parce qu'on va encore avoir certaines plateformes, entre guillemets, régulées à la FTX, dont on se rendra compte finalement qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur de toutes leurs annonces. Et il n'y a malheureusement que le temps qui viendra affirmer la robustesse de certaines de ces institutions financières.
Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle peut être plutôt barbante, on a abordé des sujets qui peuvent être un petit peu complexes, qui sont pour moi une base incontournable pour construire dans cet écosystème, encore plus dans une période de tempête comme celle qu'on a connue en 2022. Le but était de mettre un point, de laisser 2022 derrière nous, de nous concentrer sur les quelques impacts et les quelques effets ricochets qu'on va avoir sur 2023 et essayer de porter notre attention sur ce qui compte et sur ce qui va créer de la valeur cette année, pour se préparer au mieux à, je l'espère, des jours meilleurs. C'est en attendant dans ces périodes difficiles qu'on fait toute la différence, vous le savez très bien, et c'est d'ailleurs un petit peu la base de la vidéo que je vous avais fait sur quelle est ma stratégie en cette période, en période de bear market. Une vidéo sur laquelle vous m'avez fait de très bons retours d'ailleurs, merci à vous. Sachez que j'étais là en 2018 au fin fond des enfers quand les valeurs des crypto-monnaies s'effondraient, et que vous m'aurez encore sur le dos en 2023, quelle que soit l'évolution du marché dans les mois qui viennent. Maintenant on part sur de bonnes bases, je compte sur votre pouce bleu déjà, abonnez-vous, n'hésitez pas, 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Pourquoi vous me faites ça? En tout cas, on a du pain sur la planche et j'ai pas prévu de vous laisser tranquille. J'attends de voir les pratiques que vous avez sur les exchanges centralisés et sur lesquels vous aimeriez avoir des alternatives en commentaire pour pouvoir vous faire d'autres sujets. On a un début d'année qui va être super chargé, que ce soit du côté de nos entreprises, que ce soit également sur certains sujets que je dois traiter, la deuxième partie de la vidéo sur la consommation énergétique de Bitcoin et tout le potentiel qu'a cette industrie. On va également parler de l'écosystème Cosmos et de l'entièreté des blockchains qui se sont construits autour de cette techno. Et on va aborder plein de nouveaux outils que je vois émerger petit à petit à droite à gauche et qui, mine de rien, sont les outils qui vont être le plus utilisés dans les mois et années à venir. C'était Asher, j'espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sur Twitch toutes les semaines pour le débrief de l'actualité. Ciao tout le monde!